Alors bon, déjà, je vous remercie. Vous êtes, relativement nombreux à suivre ce cours qui est purement facultatif, ça fait plaisir. Heu, Ensuite, concernant donc cette semaine, je vais vous proposer, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, quelque chose d'un petit peu interactif. Comprenez que c'est pas moi qui vais faire tout le travail, pendant, je sais pas combien de temps ça va durer, mais pendant 1 heure et demie. D'accord? Donc, je vous encourage, vivement à parler, quand je vais poser des questions forcément, bah, à y répondre. Si vous avez des questions, à les poser. Et au-delà de ça, petite remarque, alors je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis en ligne donc les derniers cours, et j'ai tout mis d'un coup parce qu'en fait j'ai arrêté de supprimer les voix, parce que ça me prenait trop de temps et que l'objectif c'était d'avoir, que vous ayez tous les cours à disposition avant le partiel pour vos révisions. Donc, c'est ce que j'écrivais dans le message où je les ai postés. S'il y en a parmi vous que ça dérange, que leur voix se retrouve sur YouTube, n'hésitez pas, vous me le dites et la vidéo disparaîtra dans la foulée. Parce que, voilà, juste respect des données personnelles, tout ça, tout ça. Aïe. Bien. Alors, parmi vous, qui a lu le sujet de cas pratique? Alors, oula, je vois plein de mains levées. Alors, est-ce que ce sont des mains levées, on a des questions, ou est-ce que ce sont des mains levées, nous, on est chaud? Non, Enfin, nous, on a lu le cas pratique, j'entends. c'est des mains levées, on a lu le cas pratique. Alors, attendez, il faut que je règle un truc. Je vous entends pas, je crois, pour l'instant, pour une raison bien spécifique, qui est complètement de ma faute. Hop, voilà. Alors là, normalement, si quelqu'un parle, je devrais l'entendre. Mais du coup, je disais que les mains levées, c'était pour ceux qui avaient lu le cas pratique. Et du coup, Ok, toutes les mains se sont baissées. d'accord, ok, donc c'était bien pour ça. Et effectivement, s'il y a eu d'autres questions ou d'autres remarques avant la vôtre, désolé, je ne les entendais pas. J'étais pas sur la bonne sortie audio. Bref, donc, cette semaine, correction du cas pratique blanc que vous voyez. Alors, vous voyez, le cas pratique fait à peu près une page. Et alors, je ne sais plus à quel moment on m'en a parlé la semaine dernière, on m'a dit: «Ouais, mais là, ce cas pratique-là, je vois mal comment on peut faire, plus d'une page, 1 page et demie de réponse à ce cas pratique». Sachant que, moi j'ai regardé vite fait, j'ai pris des notes pour, la résolution du cas pratique et les notes, donc ce qui fait juste des petites notes, il y en a pour 7 pages. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a moyen, hein, d'arriver aux 3-4 pages dont je vous parlais en 2 heures. Bien, alors ce que je vous propose, comment je vais faire ça? Je vais pas vous mettre finalement ce fichier-là, je vais vous mettre une page blanche accessible, voilà, un document Word qui sera visible, sur lequel on va discuter un petit peu déjà des préalables de ce cas pratique. Donc on va faire ça et heu, arrêter le partage. On va mettre en place un nouveau partage, document 3. Voilà, donc là normalement, cas pratique blanc, correction. Là, normalement, vous voyez en direct ce que je suis en train de taper. Bien, alors je vous écoute. Déjà, première remarque avant de vous écouter, heu, je vous ai mis en rouge des espèces de petits sous-titres pour vous guider dans la résolution du cas pratique, mais comme je vous l'ai dit, la première étape, toujours dans un cas pratique, c'est de relever les faits qui sont importants. Alors, je vous écoute, selon vous, quels sont les faits importants juridiquement dans, cette page de texte, dans cette page de cas pratique blanc? Je vous écoute et évidemment, je note en même temps dans la correction, pour voir à peu près ce qui va, ce qui ne va pas. Ouais, je vous écoute. Vous n'êtes pas obligé de lever la main, hein, je vous rassure, vous pouvez prendre la parole direct, moi ça me dérange pas du tout. D'accord. Déjà, Emilien, il partage ses dessins qu'il fait lui-même sur un site internet. OK, d'accord, donc on a alors Émilien, c'est quoi sa qualité juridique? Dans ce cas pratique, qu'est-ce qui le définit d'un point de vue juridique? Quelle est la case dans laquelle on peut le ranger? Bah, du coup, moi, je dirais qu'il est auteur D'accord, très bien, donc on a un auteur effectivement et qui que et qui crée qu'il a créé, enfin, ses dessins, je préciserais d'emblée que c'est des œuvres de l'esprit, du coup. alors ça c'est un point important et que vous soulevez. En gros, ce serait dès le résumé des faits de dire: «Ce sont des œuvres de l'esprit». C'est ça ce que vous voulez dire? Bah, en fait, ouais, j'avais mal compris justement la qualification juridique et je pensais que du coup, dans cette partie-là, on pourrait dire que, bah, Émilien, il était auteur et d'écrire, ce qu'il faisait,
Bien sûr, en explicitant pourquoi c'est une œuvre de l'esprit. D'accord. Alors en fait, ce qui est, c'est à moitié bien, c'est que vous avez compris qu'il fallait définir pourquoi c'était une œuvre de l'esprit. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que je vous avais mis en rouge dans votre, dans le sujet, c'est vous établirez si sa création est protégeable par le droit d'auteur et donc de vérifier condition par condition si les dessins qu'il fait sont, ou en tout cas celui qui est en cause dans le cas pratique, est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Parce que, et ça c'est le b.a.-ba, du droit d'auteur, du contentieux du droit d'auteur, c'est, si jamais on vous dit: «C'est de la contrefaçon», le premier argument pour se défendre de dire: «C'est de la contrefaçon», c'est de dire: Ceci n'est pas une œuvre. Ce que vous avez fait n'est pas une œuvre, donc ce n'est pas protégé par le droit d'auteur, donc ça peut pas être de la contrefaçon». Donc effectivement, la première étape, ça va être de vérifier que sa création ou ses créations sont protégeables par le droit d'auteur. Mais ça, on ne le mettra pas dans le résumé des faits, on le mettra dans un syllogisme, puisque c'est une démonstration à part entière à faire, pardon. D'accord? Donc pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est effectivement, il met en ligne des dessins sur son site internet. La question, on verra, hein, je vais le mettre un petit peu plus bas. Question, est-ce que par droit d'auteur? Ok, je vous écoute sur la suite. Alors du coup, il faudrait peut-être définir la qualité juridique de... j'ai plus son nom, de l'autre personne qui entre en jeu. Oui, 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 une personne inspirée du plus grand escroc du XXe siècle, mort il n'y a pas longtemps, monsieur Madoff. Alors effectivement, Madoff, c'est quoi sa qualité en l'occurrence? Il est entrepreneur, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, en l'occurrence, c'est un entrepreneur et éventuellement, on le verra, il y a la question de savoir si c'est un cessionnaire des droits. Est-ce que ça va être, et on le verra, on essaiera de trouver les réponses à ça. Est-ce que c'est un cessionnaire? Est-ce que c'est un contrefacteur? Ça va faire partie des questions auxquelles on va répondre. Pour l'instant, on a effectivement un entrepreneur. Que fait cet entrepreneur? Il va demander à Emilien s'il peut utiliser un de ses dessins pour une publicité ou une affiche, je sais plus trop. D'accord, donc il utilise un des dessins pour une affiche publicitaire. Là. Très bien. Et comment ça se passe? Quel est le processus, de conclusion, on va dire, de cette espèce de contrat? Est-ce que c'est un contrat écrit? Est-ce que c'est un contrat oral? Est-ce que, voilà. Bah, du coup, ça se passe par téléphone. D'accord. Donc oral? Oui. Mmh. Est-ce qu'on arrive à un accord? Est-ce que Aurélien donne son accord ou non? Bah non, il est un peu écrasé et il n'y a pas de rémunération qui est mise en place. Alors, donc on va noter ça dans une case après qui est absence de rémunération. Moi, je dirais D'accord. que son consentement, il est surtout pas éclairé et il n'a pas les trois caractéristiques du consentement qui doivent normalement l'être dans un contrat. Alors, vous voulez dire, alors il y en a, en réalité, il y en a, je sais pas pourquoi je me tourne comme ça. En réalité, il y en a 2 des conditions dont vous parlez, c'est un consentement qui doit être libre et éclairé. Enfin, c'est à ça que vous faites référence? Oui, 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 c'est ça. D'accord. Donc, on va dire qu'il y a, un consentement, mais questionnement sur est-ce que le consentement est libre et éclairé? Consentement et on met, voilà, libre slash éclairé, point d'interrogation. D'accord, très bien. Consentement et donc utilisation. Absence de rémunération pour utilisation. Très bien, quelle est la suite? Après, Emilien, il se retrouve contacté par plein de gens et il se rend compte Mmh. qu'en fait, on a divulgué son numéro de téléphone. D'accord, Et oui, je crois qu'il n'y a que le numéro de téléphone et le site, l'adresse du site internet. d'accord, effectivement. Alors, concernant la divulgation du numéro de téléphone, est-ce qu'on sait qui a divulgué son numéro de téléphone?
Bah, c'est l'entrepreneur, non? Oui, exactement. C'est l'entrepreneur qui divulgue le numéro de téléphone personnel de Émilien. Bien eu, pardon. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres informations qui peuvent être importantes dans le résumé des faits? Si vous en voyez pas, c'est déjà bien, hein. On est sur une base à peu près solide. De Il y a toute un manière, lien. Oui, il y a un lien du site, oui, voilà. comme Mathieu le dit. Très bien. Ok. Alors, vu qu'on est sur une session facultative à laquelle je ne suis pas nécessairement soumise à mes obligations habituelles, est-ce que ça vous embête si je vapote en même temps qu'on fait la correction? Je demande. Non. Non. Ok, Non, très non. bien. Alors, on va pouvoir continuer. Donc, on a à peu près là un petit résumé des faits. Alors, évidemment, moi, je le mets sous forme de tiret, mais vous, si vous faites un résumé des faits, ou quand vous aurez à faire un résumé des faits, vous me faites des belles phrases avec voilà, une vraie construction de paragraphe. Mais le résumé des faits, c'est pas la phase la plus longue, d'accord? Nous, ce qui nous intéressait, effectivement, sur toute une page, il y avait finalement pas toute la page qui était intéressante. On pouvait également, éventuellement, hem, utiliser dans votre résumé des faits, le titre de l'œuvre, puisque la question du titre peut être intéressante aussi, notamment, bah, pour définir l'œuvre. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans toutes les définitions que vous m'avez données, à aucun moment vous ne m'avez donné les prénoms ou les noms, c'est ce qu'il faut faire, hein. On note toujours les qualifications juridiques des personnes en cause, mais pas leur nom. D'accord? Ensuite, est-ce que vous avez oublié quelque chose? Je regarde, hein, je suis en train de lire le sujet. Blablabla, blablabla, blablabla. OK, Du coup, non, c'est monsieur, oui? quand quand vous mettez entrepreneur divulgue le numéro de téléphone d'Emilien, ça Mmh. serait plus juste de le mettre divulgue le numéro de téléphone de l'auteur si on résume les Ah faits? oui. Oui, oui, tout à fait, excusez-moi. Ok. Voilà. Sachant qu'au moment où vous allez, faire votre, syllogisme, dans votre conclusion, vous pouvez tout à fait parler, bah, soit de dire, «L'auteur peut faire ceci, cela» ou vous pouvez dire: «Émilien, ou monsieur Madoff peut faire ceci, cela». D'accord? Au moment où vous résolvez votre syllogisme, vous pouvez faire un retour éventuel au prénom afin qu'on comprenne mieux, plus facilement, puisque après tout, c'est lui qui vient vous voir, donc vous pouvez dire: «Bah, voilà, toi, tu peux faire ça». Bref. On verra ça un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a comme information? On a un auteur qui met en ligne des dessins sur son site internet, un entrepreneur qui le contacte pour utiliser un de ses dessins, avec, un de ses dessins pour une affiche publicitaire, avec, l'auteur qui consent plus ou moins, par téléphone et une absence de rémunération précisée par téléphone. Ensuite de ça, on a un auteur qui se rend compte de cette utilisation, qui souhaiterait avoir plus d'informations et ce fameux entrepreneur qui divulgue le numéro de téléphone et qui met à disposition un lien vers le site internet de l'auteur. Bien. Dans votre cas pratique blanc, y compris dans votre sujet, je vous ai mis en fait, ce que je vous avais expliqué lors de la méthodologie, c'est que normalement, c'est à vous de trouver les problématiques, les questions de droit qui se posent. Là, en l'occurrence, dans votre sujet d'examen, je vous ai posé plein de questions en fait, des mini questions pour vous aider. Et donc, je ne vous oblige pas, dans votre cas pratique, examen terminal, à trouver les problématiques juridiques qui se posent, d'accord? Les questions sont déjà posées. Vous répondez à toutes les questions grâce à des syllogismes et normalement, vous arrivez à avoir une bonne note. Bref, en l'occurrence, il y avait donc globalement 2 grosses questions qui se posaient, qui étaient, l'utilisation de la création par un tiers et la deuxième, écrite, hein, la mise à disposition du numéro de téléphone et éventuellement le lien vers le site internet. Donc on va commencer par mise à disposition, création, mise à disposition de la création par un tiers. Alors, la première étape, c'est ce que disait votre camarade, c'est est-ce que sa création est protégeable par le droit d'auteur? Je crois que j'ai oublié un mot. Est-ce que protection par droit d'auteur? Alors, je vous écoute. Quelles sont les conditions de protection par le droit d'auteur? Qu'est-ce qu'on a vu, lors de nos premières séances, concernant, bah,
à partir de quand une création est considérée comme protégeable par le droit d'auteur? Il faut qu'elle ait une forme et une originalité. Alors, donc on a la question... Alors attendez, on va faire comme ça. On va noter syllogisme. Alors, dans les règles de droit, on va avoir la condition. On a plusieurs conditions. On a une condition... attendez, on va essayer de faire ça avec des listes. Un peu plus simple. Condition. Donc la condition de forme, condition d'originalité. Est-ce qu'on a d'autres conditions? Faut qu'elle soit sensible. D'accord, donc qu'est-ce qui doit être sensible? La perception de l'œuvre. D'accord. Du En coup, fait, la oui. forme. Exactement, il faut que la forme soit sensible. Est-ce que vous voyez d'autres conditions ou d'autres éléments qui pourraient être importants de développer dans un syllogisme sur est-ce que c'est protégeable par le droit d'auteur? Monsieur, excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que ça signifie sensible? Sensible, ça veut dire qu'elle doit être perceptible par les sens. C'est l'exemple que je vous donnais, en gros, quand on parle de ça, ça veut dire qu'elle doit être perceptible par la vue, par l'ouïe, par le toucher, et je vous avais parlé de certains types de créations, et j'en avais parlé un petit peu parce que c'est pas trop du droit des médias et du numérique, mais les questions des parfums, les questions des créations gustatives, et je vous disais, bah, en théorie, ça devrait être protégeable. Le problème de ces créations-là, c'est que leur perception par les sens est beaucoup trop subjective pour être qualifiée de création sensible. D'accord? Donc, quand on dit qu'une création, elle a une forme sensible, ça veut dire qu'elle est perceptible par les sens. En l'occurrence, une affiche est perceptible par la vue, éventuellement par le toucher, hein, si jamais il y a du relief. Quand la musique, bah, c'est perceptible par l'ouïe, etc., etc. D'accord? Très bien, ok, merci. Je vous en prie. Donc, forme sensible, originale, quelles sont les autres conditions? Et il faut que ça soit une personne physique, l'auteur. D'accord, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Et en fait, cette autre chose-là, c'est pas une condition, mais c'est bien d'en parler parce que dans le sujet, il y avait une petite phrase petite phrase cachée dans le sujet sur le fameux critère manquant. Peut-être le fait que le droit d'auteur soit indifférent au genre et au mérite, ainsi qu'à la destination, puisque à un moment ils disent que le site ne perçoit qu'une dizaine de vues, et du coup, enfin, ça peut porter à confusion. Alors, les questions des éléments qui sont indifférents, c'est très bien, il faut en parler. Maintenant, je vous avoue que moi, dans la solution que je vais vous proposer ou qu'on va construire ensemble, les critères indifférents, on les verra en même temps que la forme sensible. Pourquoi? Parce que dans les 4 conditions indifférentes, à savoir genre, mérite, destination et forme, la forme, c'est ce que je vous expliquais lors du premier cours, la forme est indifférente et pourtant elle est également une des conditions essentielles de protection. Donc quand on parlera de la forme sensible, on dira, voilà, elle est à la fois indifférente et une condition, et indifférente, on a aussi genre, mérite, blablabla, blablabla. Non, l'élément que j'attendais en l'occurrence, c'est la question du dépôt. Puisque dans le sujet, voilà, j'avais fait exprès de glisser une phrase qui dit bah, vous l'avez pas déposé, c'est pas protégeable. Et donc la question de, on va répondre à cet argument de est-ce qu'il y a besoin d'un dépôt? Jusque-là, est-ce que tout le monde me suit? Le dépôt, c'est le fait qu'ils le mettent en ligne, c'est ça? Pas exactement. Le dépôt, en gros, c'est le fait d'aller voir un organisme spécifique auquel vous soumettez un exemplaire de votre œuvre. Et c'est cette soumission de l'exemplaire à un organisme qui va justifier que vous ayez droit à une protection. Et ce qu'on avait vu en cours, donc on va commencer à répondre à cette question du dépôt. Ce qu'on avait vu en cours, c'est qu'en 1793, il y avait une loi qui en gros disait pour être protégé par le droit d'auteur, il faut un dépôt. Donc il faut aller voir un organisme, déposer un exemplaire, et à partir de là, vous avez le droit d'être protégé. Et en fait, ça a été supprimé très rapidement,
enfin très rapidement, pas si rapidement que ça, parce qu'en fait la loi qui abroge cette disposition date de 1925, et à partir de 1925, on a dit l'auteur jouit sur son œuvre du droit d'auteur du seul fait de la création. Et en fait, le du seul fait de la création, ça veut dire qu'au moment où vous terminez votre dessin, c'est ce que j'avais fait, je crois, en cours en dessinant un super Pikachu, à partir du moment où mon dessin il est terminé, je jouis sur ce dessin de mon droit d'auteur. Et donc la question du dépôt, surtout, c'était pour que vous parliez de ça, que vous expliquiez, en fait, le dépôt n'est pas une condition. Cependant, et ça aussi, je crois que j'en avais parlé un petit peu, la question du dépôt, c'est, certes, c'est pas une condition de protection, mais à titre probatoire, c'est super pratique d'avoir un dépôt parce que ça permet de prouver l'antériorité par rapport à une éventuelle contrefaçon. D'accord? D'accord. Ok. Bien, alors, on y va sur ces fameuses conditions. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la question de la forme sensible? Alors, je viens un peu de l'expliquer, mais donc, du coup, dans la forme sensible, on va dire que je l'ai déjà expliqué, hein. L'article en question, on va parler, il y a un article important, l'article relatif aux conditions indifférentes, donc c'est l'article L112-1. L112-1, l'article qui vous dit que le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres de l'esprit, quel que soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Attendez, je copie ce petit article, tac, 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 voilà. Donc on a cet article-là du CPI, il faut bien préciser que ça vient du Code de la propriété intellectuelle. Après, dans la majeure, alors voilà, ici, je vous rappelle, hein, votre syllogisme, il est composé en 3 parties, il est composé d'une majeure, d'une mineure et d'une conclusion. Là, alors sur des sous-catégories comme ça, c'est un peu compliqué de faire une conclusion, mais on va essayer de faire une conclusion pour l'ensemble après. On va s'intéresser donc forme sensible, donc on l'a vu, forme, genre, mérite, expression, mérite. La forme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la forme, elle est indifférente, mais il faut qu'il y ait une forme. Donc ça, je note, hein, je fais que des petites annotations pour pas perdre trop de temps, mais nécessité d'une forme par l'essence. Et, je ne sais pas écrire, voilà, éventuellement un arrêt de jurisprudence. Donc, en cours, il me semble que je vous avais parlé de cet arrêt rendu le 10 décembre 2013, qui vous disait que le droit d'auteur protège les créations dans leur forme sensible. Donc ça nous fait Cour de cassation, 10 décembre 2013, droit d'auteur protège les créations dans leur forme sensible. Donc, la mineure, c'est l'application de la règle de droit aux faits d'espèce. Et donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va juste regarder, est-ce que ce qu'il a fait est une création de forme sensible? En l'occurrence, le dessin a bien une forme sensible, il est perceptible par les sens, donc, conclusion, la condition de la forme sensible est remplie. Mineur, donc en l'espèce, on a un dessin qui est donc une création de forme par la vue. Conclusion, on a bien une création de forme sensible. C'est un mini-syllogisme, hein, après ça va se compliquer un petit peu. Est-ce que jusque-là, ça va à peu près, la logique du syllogisme? Oui. Ok, Moi, j'avais une question. je vous écoute. Est-ce qu'on est obligé de mettre à chaque fois les dates des articles et le nom des articles très détaillés comme vous le faites? Alors, il y a 2 solutions. C'est soit, parce que, bon, vous avez 2 heures, mais vous avez accès à tous les documents pour votre partiel. Donc si jamais c'est dans un de vos cas pratiques, si jamais c'est dans, un de vos cas pratiques, si jamais c'est dans un des PowerPoint ou dans votre cours, c'est toujours mieux de le mettre. Maintenant, c'est ce que je disais quand on a parlé de la méthodologie du cas pratique.
Si jamais vous n'avez pas le temps, vous ne les mettez pas. C'est pas si grave que ça. Ce qui est important, c'est d'avoir les idées qui relèvent de cet article. Par exemple, en gros, là, si jamais vous n'aviez pas le fait que c'est l'article L112-1 qui vous dit que les conditions indifférentes, ce sont le genre, le mérite, la destination et la forme d'expression, c'est pas grave, tant que vous savez que ces 4 critères sont indifférents. Par contre, les jurisprudences, il y en a certaines qui sont importantes. Là, elle n'est pas tant que ça, celle-là, parce que c'est une jurisprudence qui sert surtout d'illustration, mais dans ce cas pratique, il y a quelques jurisprudences qui sont importantes, parce qu'elles créent des principes qui ne sont pas dans la loi, et donc il faut bien expliquer d'où ça vient. Ça répond à votre question? Ok, d'accord, merci. Je vous en prie. Alors, concernant l'originalité, là déjà, on a un petit peu plus à dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'originalité? Alors, ça va être... j'ai bien conscience que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais n'hésitez pas, on balance et je vous dis si jamais c'est utile ou pas à la résolution du cas pratique. Parce que, encore une fois, dans votre majeur, il ne s'agit pas de régurgiter absolument tout ce que vous savez, mais de donner toutes les informations qui sont susceptibles d'être utiles. D'accord? Les règles de droit qui sont susceptibles d'être utiles. Et donc, sur l'originalité, il y a plein d'informations qu'on a vues en cours qui ne sont pas nécessairement utiles. À ce cas-là, hein, mais qui pourraient être utiles dans d'autres cas pratiques. Alors, je vous écoute. Déjà, c'est quoi la définition de l'originalité? C'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Par contre, je ne sais plus où est-ce que c'est dit. Juste mon téléphone silencieux. Voilà. Téléphone silencieux. Voilà. Alors, attendez, je crois qu'il y a une question. On doit toujours indiquer la question de la date et du numéro d'article, ça je l'ai dit. Pour les jurisprudences, oui, la date c'est important. Est-ce que vous aurez les articles en annexe lors de l'examen? Non. Non, il me semble que je l'avais mis pour les étudiants de Nantes, mais vous, je ne vous l'ai pas mis parce que, parce qu'en fait, à Nantes, à la base, ils devaient le faire en présentiel. Du coup, je m'étais dit que c'était important. Vous avez accès à vos ressources. En théorie, vous faites un contrôle F sur votre cours et vous trouvez sans trop de problèmes. Maintenant, c'est ce que je vous disais, si vous n'avez pas les numéros d'articles, c'est pas grave. Voilà, c'est pas ça qui va changer drastiquement votre note, de savoir que l'article 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est relatif à la contrefaçon. Alors, article originalité, l'article L112-4, effectivement. Mais qu'est-ce qui vous dit cet article? En gros, il vous parle spécifiquement de la protection du titre. Il vous dit, on protège les titres originaux. Mais il ne vous donne pas de définition. D'où elle vient, cette définition de empreinte de la personnalité de l'auteur? En gros, il y a 3 solutions. La loi, Desbois, voilà, merci. Desbois, c'est quoi? C'est une jurisprudence, c'est une personne, c'est une loi? C'est fou, ça. Ah. Alors, pas de réponse. J'ai marqué théorie. Alors, théorie de Desbois, effectivement, en fait. Voilà, alors, très bien. Vous avez noté plein de trucs, donc on va pouvoir développer un petit peu là-dessus. Vous avez marqué théorie de Desbois 1950. Alors, c'est vrai. Globalement, c'est ce que je vous disais. L'originalité, c'est une notion qui a été théorisée sous la plume de Desbois, donc quelqu'un qui s'appelait Henri Desbois, un éminent professeur de droit d'auteur notamment, qui vous a expliqué ce qu'était l'originalité. Il vous a dit l'originalité, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ok, très bien. Sauf que, et je vous l'avais dit en cours, en réalité, cette notion-là, on la trouve dans la jurisprudence bien avant. Alors, je vous avais peut-être pas donné la date de l'arrêt, et même si je vous l'avais donné, c'est pas important que vous la reteniez, mais globalement, ça date de 1862, donc c'est l'arrêt Cavour de 1862, le retenez pas, mais juste retenez que c'est quelque chose qui est apparu dans la jurisprudence au XIXe siècle et qui a été théorisé plus tard par Desbois, et Desbois l'a défini comme l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Ok? Alors, blablabla, originalité, majeure, empreinte de la personnalité de l'auteur, Desbois, mais existence antérieure, bien. Alors ça, c'est une des définitions de l'originalité. Et ça veut dire quoi, d'ailleurs, empreinte de la personnalité de l'auteur?
On va essayer, est-ce qu'il y a d'autres définitions? Est-ce qu'on a parlé d'autres définitions possibles de l'originalité? Oui, il y en a une de l'Union européenne en 2009. Il dit que l'originalité, c'est les choix libres et créatifs de l'auteur, sa fantaisie. Exactement. Alors cet arrêt, effectivement, c'est l'arrêt donc de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 juillet 2009, c'est l'arrêt Infopac. Et donc l'arrêt Infopac, il vous dit, hop, alors attendez, je vais le noter, donc empreinte de la personnalité, des Bois, mais existence antérieure, plus CJUE Infopac, qui vous dit sont les choix libres et créatifs de l'auteur. Je crois que la définition de l'arrêt Infopac se limite à ça et que c'est moi derrière qui vous ai parlé de sa fantaisie, mais je ne suis pas sûr. Alors, au-delà de la définition donnée par la CJUE, on avait aussi quelques définitions données par des directives européennes qu'on avait vues, la directive du 14 mai 1991 et la directive du 23 avril 2009, qui vous disait que l'originalité, c'est quand c'est une création intellectuelle propre à son auteur. Voilà. Original, c'est création intellectuelle propre à son auteur. Mais globalement, nous, on va retenir surtout cette définition donnée par l'arrêt Infopac et repris en 2011 par l'arrêt Eva Maria Peiner. Donc on va noter, hein, repris en 2011 par CJUE Maria Peiner. Et c'est une définition que l'on retient toujours à l'heure actuelle. Bien. Est-ce qu'on avait vu une autre définition de l'originalité? Bah après, je sais pas si ça rentre, parce que là, c'est concernant les logiciels, l'arrêt Pachot. Alors c'est parfait, effectivement. Arrêt Pachot, 1986, qui vous dit quelle est la définition de l'originalité en 1986 dans l'arrêt Pachot? C'est l'originalité et la marque d'un apport intellectuel. De l'auteur. Effectivement. En fait, j'attendais que vous en parliez, et c'est parfait parce que vous avez dit, bah, je suis pas sûr que ça rentre, parce que, en fait, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'en parler dans la majeure, puisque, effectivement, c'est pas susceptible de s'appliquer. En l'occurrence, on n'est pas sur un logiciel, on est sur un dessin, donc la condition d'originalité objective, on s'en fout. Par contre, et c'est purement hypothétique, hein, mais si jamais lors du partiel vous avez une question de l'originalité objective, donc une question d'originalité de logiciel ou d'œuvre multimédia avec une composante logicielle, vous allez être obligé de faire tout ce qu'on vient de faire, plus de dire, au fait, l'originalité objective, parce que le logiciel, il n'y a pas d'empreinte de la personnalité de l'auteur, l'originalité objective, c'est l'arrêt Pachot, 1986, apport intellectuel de l'auteur, repris plus tard par la CJUE dans un arrêt dont je me souviens plus, je crois que c'est l'arrêt Nintendo 2014, bref, on s'en fout, c'est pas ça qui est important, c'est là, en l'occurrence, la condition d'originalité objective, on s'en fiche, on n'a pas besoin d'en parler dans la majeure. Bien, est-ce que vous voulez rajouter autre chose concernant la définition de l'originalité? Non, ça n'a pas l'air. Très bien. Alors, dans la mineure, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher? Ben, on va voir si le dessin fait par notre auteur, il y a des choix libres et créatifs. Est-ce qu'il y a une certaine fantaisie de l'auteur qui s'exprime dans ce dessin? Et au-delà de ça, dans la majeure, on aurait pu éventuellement, alors je ne vais pas trop vous en demander, hein, mais on aurait pu parler de ce que je vous disais pendant le cours. Il me semble qu'on avait parlé un petit peu de la théorie de Pierre-Yves Gauthier qui vous disait l'originalité, c'est ce qui s'oppose à la banalité. Et donc de faire le parallèle dans la mineure, est-ce que la création de notre auteur, elle est banale ou pas? Mais voilà, on va dire que si ça avait été une correction de partiel, si vous aviez parlé de Pierre et Gauthier, ça aurait été des points bonus plutôt que quelque chose d'attendu, parce que c'est de la doctrine, donc c'est pas fondamental. Bien, alors dans la mineure, je vous écoute, quels sont les arguments qui permettraient de dire que ce dessin, il est original?
Bah, Je c'est- sais. Ah, vas-y. Vas-y, Marine. Moi, j'allais dire juste que le fait que ce soit lui qui les dessine en soi, bah, c'est original. D'accord. Alors, par opposition à quoi, du coup? Parce que si ça avait pas été lui qui les dessinait, ça aurait été quelqu'un d'autre ou un programme d'ordinateur ou un singe ou Oui, je sais pas. d'accord. Heu, bon, on va dire que, après est-ce que pareil, est-ce qu'on part sur, le critère, choix libre et créatif de l'auteur ou sur le critère empreinte de la personnalité? Déjà, est-ce que ce sont les mêmes choses? Est-ce que ce sont 2 définitions très différentes? Est-ce que ce sont 2 définitions proches? Plus les choix libres et créatifs de l'auteur. D'accord. Alors sachant que, ce que je vous expliquais, hein, pendant le cours, de toute manière, ces 2 définitions-là, elles sont extrêmement proches. C'est juste que, les choix libres et créatifs de l'auteur, c'est une définition qui est beaucoup plus compréhensible que, l'empreinte de la personnalité de l'auteur où j'avais dû faire une métaphore, Harry Potterienne pour que vous compreniez ce que ça voulait dire. Mais l'idée est toujours la même, hein, c'est, l'auteur, il met une partie de lui-même dans son œuvre. Et là, en l'occurrence, bah, est-ce qu'il a mis une partie de lui-même dans son œuvre? Est-ce qu'il a fait des choix intéressants? Est-ce que ce qu'il a créé n'est pas banal? Hem, c'est très difficile, il me semble qu'on en avait parlé, de définir, de justifier l'originalité. En l'occurrence, on peut dire que, bah, c'est quelque chose qui semble, original, c'est pas du tout banal, voilà, bon, effectivement, c'est un truc qui est très référencé, mais en soi, on a bien des choix libres et créatifs de l'auteur. Pourquoi est-ce qu'on fout un plombier moustachu cybernétique qui répare un évier? C'est quand même pas quelque chose que vous voyez tous les matins, donc il y a ce côté fantaisiste, il y a ce côté, pas banal et il y a ce côté «libre» entre guillemets de l'auteur. C'est voilà, la question de la preuve de l'originalité, de comment dans une mineure on remplit l'originalité, c'est le problème que rencontrent les juges tous les jours, de savoir si, comment on va justifier. Mais en l'occurrence, on a donc un dessin de plombier du futur, on va dire ça comme ça, on va pas s'emmerder. Donc c'est quelque chose de fantaisiste et pas banal. Donc conclusion, c'est original. Alors, on résume, là vraiment on va très, très vite, mais moi dans la majeure, j'attends quand même que vous expliquiez 2-3 trucs, hein. Heu, là, je vous mets juste les éléments fondamentaux, mais il y a voilà, faut expliquer toujours un tout petit peu, ne serait-ce que par une phrase, les définitions légales que vous donnez. Alors, ensuite, concernant l'auteur personne physique, bon, la majeure, c'est pas compliqué, hein, c'est de dire je vais aller assez vite là-dessus, mais la majeure, c'est quoi? Bah, la majeure, c'est de dire, heu, l'auteur personne physique, c'est une condition qui découle de la condition d'originalité. En quoi ça découle de la condition d'originalité? Bah, l'originalité, vu que c'est l'empreinte de la personnalité ou les choix libres et créatifs d'un auteur, ça ne peut qu'être une personne physique qui fait des choix libres et créatifs. Ah, mineur, en l'occurrence, l'auteur est une personne physique. Conclusion, cette condition est remplie. Voilà. Donc, là, on a globalement les 3 conditions de protection du droit d'auteur qui sont remplies. D'accord? Création de forme, sensible, originale, dont l'auteur est une personne physique. Alors là, je vous ai mis des mini-syllogismes, hein. On a fait 3 petits syllogismes, heu, mais ce qu'on aurait pu faire, ça aurait été de faire un très gros syllogisme en disant: «Bah, voilà, on fait une règle de droit», enfin, un gros syllogisme, une grosse majeure dans lequel on dit, hem: «Une création, elle est protégée par le droit d'auteur si jamais c'est une création de forme originale dont l'auteur est une personne physique». Point. À la ligne, toujours dans la majeure, une création, de forme sensible, c'est quoi? Ensuite, à la ligne, l'originalité, c'est quoi? Ensuite, à la ligne, l'auteur, personne physique, pourquoi? Et ensuite, dans la mineure, de dire, bah, en l'espèce, niveau création de forme sensible, on a un dessin qui est perceptible par la vue. Niveau, originalité, on a un dessin qui est fantaisiste, dans lequel l'auteur exprime une certaine fantaisie, a fait des choix libres et créatifs dans le choix des couleurs, dans le choix du personnage, dans le choix des formes. Et est-ce que l'auteur est une personne physique? Bah, en l'occurrence, l'auteur, c'est Émilien. Émilien, c'est une personne physique. Et donc, dans la conclusion, c'est de dire les 3 conditions sont remplies. Par conséquent, la création d'Émilien est protégée, protégeable par le droit d'auteur. D'accord? Et vous pouviez faire un tout petit syllogisme à côté concernant le dépôt.
qui disait, bah voilà, le dépôt dans la majeure en 1793, obligation de déposer pour être protégé par le droit d'auteur, et depuis 1925, on ne nécessite plus le dépôt. En l'occurrence, on est en 2021, voilà, Émilien, pardon, l'auteur n'a pas déposé son dessin, mais, conclusion, il n'y a pas besoin de dépôt, donc protégé malgré l'absence de dépôt. Je vais pas trop vite? C'est clair? Oui, c'est clair. Ok. Ouais. Alors, auteur, personne physique, donc on va juste noter découle de l'originalité. Un mineur, 2 secondes. Bien. Alors, concernant le dépôt, je ne vais pas développer là, enfin à l'écrit parce qu'on vient de le voir. On va passer à la suite. Alors, c'est quoi la suite? D'après vous, c'est qu'est-ce qu'il faut vérifier? Une fois qu'on a vérifié ça, qu'est-ce qu'on doit vérifier? C'est pas si la cession elle est consentie par l'auteur? Enfin, si c'est Si, valable? effectivement. Donc, la question qui était écrite dans le sujet, c'était est-ce que la cession consentie par l'auteur est valable? Donc, c'est la question de la cession. Alors, il y a dans cette question, en réalité, 2 questions différentes qui en découlent. On va commencer gentiment par c'est quoi les conditions de validité d'une cession? Et donc, dans la majeure, en fait, on va voir quelles sont les conditions, et dans la mineure, on verra est-ce que dans le cas d'espèce, ces conditions-là sont remplies ou non. Et donc, dans la conclusion, est-ce que on est dans une cession licite ou dans une cession illicite? Et donc, majeure, je vous écoute, quelles sont les conditions de cession du droit d'auteur? Cession de droit d'auteur, contrat de cession de droit d'auteur, comment ça marche? Alors évidemment, vous avez tous droit à utiliser vos notes, tout ça, il n'y a aucun problème, hein. Il est nécessaire de réaliser un contrat de cession de droit ou une licence qui garantit l'autorisation d'utilisation. Alors d'accord, donc cession ou licence. Attends, est-ce que vous pouvez répéter votre phrase en entier? Il y a un mot dont je suis pas sûr dans ce que vous avez dit. Je sais pas vraiment ce que j'ai dit, mais j'ai dit que c'était nécessaire qu'il y ait un contrat de cession ou une licence qui garantit l'autorisation de cession. D'utilisation. Ouais. D'accord, très bien. Ok, qu'est-ce qu'il faut en plus? Quelles sont les sous-conditions, on va dire, de cette cession ou de cette licence éventuelle? Il faut que l'œuvre concernée par la cession soit identifiée, D'accord. que donc l'on il faut sache que de quoi il s'agit et que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession. D'accord. Désolé pour le bruit du clavier, hein. D'une mention distincte dans l'acte de cession. Tout à fait. Est-ce que vous voyez autre chose? Le lieu d'exploitation et la durée aussi. Non. Durée d'exploitation. Alors, il y a un truc, et en fait, je suis sûr que vous le dites pas parce que pour vous, c'est évident. En fait, dans les mots que vous avez employés, pourtant j'ai fait très attention, et dans tous les mots que vous avez employés, il y a qu'une seule fois que c'est apparu, et je pense que vous n'avez pas fait attention. Vous avez parlé d'acte de cession, et donc vous n'avez pas parlé de la condition de la nécessité d'un écrit. Or, on l'a vu, hein, et c'est pour ça que je pense que pour vous, c'était évident, mais en fait, le premier truc à vérifier, c'est est-ce qu'on a un contrat écrit de cession? Et ça, c'est l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle qui vous dit que l'écrit
est nécessaire. Et en fait, c'est dans ce contrat par écrit qu'on doit avoir toutes les conditions que vous évoquez. Et en fait, pourquoi c'est évident? Parce que vous, quand vous parlez de contrat, vous avez nécessairement en tête des contrats écrits. Cependant, les contrats, il y en a des contrats oraux aussi. Quand vous allez faire vos courses, vous passez un contrat de vente, avec le supermarché. Quand vous achetez votre baguette au supermarché, vous passez aussi un contrat de vente, et cetera. Quand quelqu'un vous prête quelque chose, vous passez aussi un contrat. Voilà, il y a des contrats, vous en passez tout le temps sans vous en rendre compte et la plupart des contrats que vous passez sont des contrats qui ne sont pas écrits. L'écrit n'est pas une nécessité pour tous les contrats, donc c'est pour ça que, en l'occurrence, vu que c'en est une obligation légale, hein, eh bien, il faut le préciser. Et donc on va le rajouter là, cession licence, obligation d'un écrit. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez d'autres choses à préciser? Non, il n'y a rien qui vous vient en tête? Alors, ce sont des éléments qui ne sont pas strictement nécessaires, mais qui sont toujours bienvenus. En fait, c'est ce que je vous expliquais quand on parlait de méthodologie du cas pratique, on fonctionne toujours par la technique de l'entonnoir. On va du plus large au plus général. Donc, c'est bien, vous avez commencé par me dire nécessité d'un écrit, mais avant ça, il y a un autre principe encore plus général dans les contrats de cession de licence du droit d'auteur qui est le principe d'interprétation in favorem auctoris, d'accord? Qui en fait justifie toute la logique des éléments qu'on va voir après. C'est-à-dire que toute la logique des contrats de cession ou de licence du droit d'auteur a une logique de on cherche à protéger l'auteur, parfois malgré lui. Et en fait, avant de parler de l'obligation d'un écrit, ce qui aurait été pas mal dans vos raisonnements, ça va être de dire, bah du coup, on a ça, interprétation, je ne sais pas écrire, je suis souligné un accent, favorem auctoris, et pour s'assurer qu'on protège bien l'auteur, les dispositions, elles sont, je ne vais pas écrire elles sont, mais les dispositions sont d'ordre public. Et il me semble que je vous l'avais dit, mais ça veut dire quoi, ordre public, quand on dit que des dispositions, elles sont d'ordre public? Ok, je vais répondre du coup. Les dispositions d'ordre public, ce sont des dispositions auxquelles on ne peut pas contrevenir par la voie contractuelle. En gros, il y a des dispositions dans la loi où on va dire, bah, ça se passe comme ça. Et puis, si dans un contrat, vous dites, bah, en fait, on va faire autrement que ce qui est prévu, ça va être légal. Là, en l'occurrence, vu que les dispositions sont d'ordre public, vous ne pouvez pas, dans un contrat, dire, non, mais en fait, on va pas faire comme le veut la loi. C'est interdit. On va considérer, si jamais vous le faites, ça veut dire qu'on va considérer votre contrat ou les clauses du contrat qui contreviennent à ces dispositions comme nulles, comme si elles n'avaient jamais existé. D'accord? Donc, effectivement, là, on a à peu près fait le tour des conditions de cession, hein. Interprétation, donc logique générale qui innerve le droit d'auteur de protéger l'auteur, qui amène l'interprétation in favorem auctoris, qui amène des dispositions d'ordre public. Pour s'assurer de bien protéger l'auteur, bah, on va avoir la nécessité d'imposer un écrit, et dans cet écrit, on va devoir identifier l'œuvre, chaque droit cédé, le lieu d'exploitation, la durée d'exploitation. On ne va pas rentrer plus dans les détails dans le cas pratique présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à partir de là que ça fait défaut, hein, à partir de l'obligation d'un écrit. Donc c'est bien d'évoquer ce qui se passe après, mais on ne va pas développer ce qui se passe après, puisque ça ne s'applique pas. D'accord? Donc, on a terminé notre majeur sur la question des conditions de validité de la cession du droit d'auteur. Et dans la mineure, bah, on va voir, en l'occurrence, on a un contrat oral et pas d'identification des droits cédés, ni lieu, ni durée. Et donc, ce qu'il faudra peut-être préciser, c'est ce que je vous disais, hein, c'est dans la majeure, on va rajouter aussi cette idée que si non-respect, nullité. Et donc, la conclusion, c'est quoi? Bah, puisqu'on n'a pas d'écrit, qu'on n'a pas non plus d'identification des droits, bah, la conclusion, c'est nul.
Donc on va pouvoir passer à l'étape d'après. Alors, l'étape d'après, c'est plus ou moins ce que je vous disais. En fait, on aurait pu la traiter avant même, c'est est-ce que, l'utilisation qui est faite par, l'entrepreneur rentre dans les prérogatives de l'auteur? Parce que, encore une fois, c'est tout à fait possible de dire que soit ça ne rentre pas dans les prérogatives de l'auteur, soit, c'est une exception, que ça peut être une utilisation qui est soumise aux exceptions de l'article L. 122.5 du code de la propriété intellectuelle. D'accord? Donc, troisième syllogisme, que, l'utilisation peut être malgré tout licite. Donc dans la majeure, on peut soit faire un gros syllogisme, où on va mettre, toutes les prérogatives de l'auteur plus les exceptions, soit 2 petits syllogismes dans lesquels on va d'abord faire les droits patrimoniaux et un deuxième syllogisme dans lequel on va mettre les exceptions. Alors je vous écoute, moi je propose de faire plutôt un syllogisme droits patrimoniaux et ensuite un syllogisme exception, plus facile à comprendre, plus facile à lire, même plus facile de ne pas se tromper pour vous. Donc je vous écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire sur les droits patrimoniaux de l'auteur? Quels sont les éléments intéressants dont on va pouvoir parler ici? Bah, l'auteur, il a des droits, le droit de représentation et de reproduction, donc sur la communication au public et sa fixation matérielle. Droit de représentation, droit de reproduction, droit de communication publique, et vous m'avez dit quoi d'autre? Non, après, c'était le droit de reproduction pour la fixation matérielle. D'accord. Alors, effectivement, là, on a les 3 droits principaux. Maintenant, toujours, hein, on essaye de réfléchir, technique de l'entonnoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, avant de rentrer plus en détail dans la définition des droits, est-ce que, de façon plus générale, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait dire qui est valable pour tous ces droits? Par exemple, je ne sais pas, hein, quelle est la durée de ces droits? 70 ans. À partir de... À partir de la mort de l'auteur, je crois. Effectivement. Donc, c'est très bien, effectivement, hein. Ensuite, les articles. Alors les articles, bon là on s'en fiche un petit peu, hein, c'est L. 122.2 et L. 122.3 du code de la propriété intellectuelle. Idéalement, il faudrait une définition pour chacun de ces droits, donc représentation et reproduction. Est-ce que vous en avez une? Je vous la donne. Alors, pour le droit de reproduction, donc je vous donne directement la définition de l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, qui vous dit que, globalement, c'est la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public d'une manière indirecte. OK? Et je vous l'avais expliqué en cours, hein, l'idée que de toute manière, dès lors qu'on est dans le domaine du numérique, toutes les reproductions, enfin toutes les représentations, toutes les communications au public sont indirectes, puisque ça se fait par l'intervention d'un moyen de transmission. Et les représentations, en gros, la communication directe au public, c'est le théâtre, par exemple, ou les personnes qui sont sur scène, qui font de la musique sur scène, là on est dans la communication directe. Là, vu qu'on passe par la technologie, on passe par une application, on passe par un téléphone, machin, on est sur de la communication indirecte au public. D'accord? Mais ça, il faut le préciser. C'est quoi indirect? C'est quand ça se fait par le biais d'un moyen de transmission. Donc, plus indirect égale biais d'un moyen de transmission. Pardon. Alors, concernant le droit de représentation, est-ce que vous avez réussi à noter quelque part la définition du droit de représentation? Monsieur, j'ai pas bien compris. C'est quoi qui se fait indirectement par le biais d'un moyen de transmission? C'est pas la communication? C'est Si, la reproduction? c'est la communication au public qui se fait de façon indirecte.
La reproduction, elle n'est pas, il n'y a pas de question de direct ou indirect, c'est la communication au public qui est indirecte. Quand on parle en gros, vous avez le droit de représentation, qui est la communication, au public par quelque procédé que ce soit. De l'autre côté, le droit de reproduction, c'est la fixation matérielle de l'œuvre, donc c'est sa copie, hein, ou même, sa première fixation et c'est cette fixation-là, elle doit permettre la communication au public de façon indirecte, d'accord? Et indirect, la communication au public indirecte, c'est quoi? C'est par le biais d'un moyen de transmission. Ah oui, d'accord. Très bien, merci. Voilà, ça je vais l'enlever parce que ça ne sert à rien. Et enfin, alors moi il y en a un autre, dont j'aimerais bien qu'on parle dans ce cas pratique, c'est le droit de destination. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, c'est pas le fait pour l'auteur d'interdire certains usages de son œuvre dans des lieux précis. Alors, toute la première partie est exacte, il y a juste la fin, c'est pas nécessairement les lieux précis, ça va être certaines, utilisations en fait. C'est le droit d'autoriser certaines utilisations de son œuvre spécifique et donc, par conséquent aussi d'en interdire certaines utilisations spécifiques. Alors, votre camarade a noté droit de représentation, c'est la communication de l'œuvre, au public, blablabla. Oui, c'est ça. Donc, je vais honteusement CTRL-C, CTRL-V. C'est très laid. Attendez, je pense que je peux faire ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc effectivement, hein, la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, donc c'est le fait de mettre à disposition au public une œuvre, peu importe la méthode, donc que ce soit direct ou indirect. Et hop, droit de destination, c'est la faculté exclusive de l'auteur de réserver un usage bien déterminé des reproductions de son œuvre. Et donc de choisir si oui ou non il veut autoriser telle utilisation ou non. D'accord? Jusque-là, c'est bon pour vous? Normalement, ça devrait. Donc, dans la mineure, on va vérifier quoi? Bah, on va regarder si l'utilisation qui est faite par l'entrepreneur entre dans les prérogatives du droit d'auteur, de l'auteur en l'état. Et donc, d'après vous, je vous laisse faire le raisonnement, est-ce que ça rentre ou non dans les prérogatives de l'auteur? Je suis pas vraiment sûre, ça me paraît un peu bête, mais l'auteur, il est pas mort encore. Non, l'auteur est pas mort, effectivement, hein, parce que dans le sujet, on vous dit que, enfin, on espère, hein, mais dans le sujet, il est chez vous la veille au soir à 18h, donc s'il est mort le lendemain, c'est pas de bol. Mais en l'occurrence, non, en théorie, il est pas mort. Voilà. Ouais, on va essayer de faire. Est-ce que je peux faire un truc? Attends, je me permets de checker 2-3 trucs. On va faire ça. Je vous laisse sélectionner la réponse qui vous paraît la plus légitime selon vous, et ensuite je verrai en fonction de vos réponses. Juste vous mettez un emoji sur la réponse qui vous paraît la plus logique, et en fonction de vos réponses, on verra comment j'avance le cas pratique. Monsieur, j'ai juste Oui. une question. Bien sûr. On n'a pas parlé du droit de distribution. On n'en parle pas parce que c'est pas le cas. Est-ce que selon vous, là, on a une mise en œuvre éventuelle du droit de distribution? Bah non, vu qu'il n'y a pas eu de commercialisation. Donc ok. Mais du coup, on Est-ce doit que- pas dire. Enfin, parce qu'au-dessus, on a parlé de choses qu'au final qui n'étaient pas. Alors, il me semble qu'en cours, on avait parlé de ce droit de distribution qui était en fait. Est-ce que vous pouvez me rappeler, enfin, de quoi vous vous souvenez concernant le droit de distribution?
Bah, j'avais mis que c'était les conditions de commercialisation du support qui impliquent un transfert de propriété de l'objet. D'accord. Et donc, Et alors, on va essayer. Est-ce que si je vous parle d'épuisement des droits, est-ce que ça vous dit quelque chose? oui, vaguement. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est l'épuisement des droits. Ça veut dire qu'une fois que quelque chose est mis sur le marché, vous ne pouvez plus vous opposer à sa commercialisation à l'intérieur du marché européen. En l'occurrence, il y a déjà eu une mise à disposition en fait au public de cette œuvre, et donc la question du droit de distribution ne se pose pas vraiment. Il y a eu une Ah oui, mise à ok, d'accord. disposition à titre gratuit, certes, mais il y a eu une mise à disposition au public malgré tout. Et donc la question de est-ce que cette œuvre va être accessible dans l'Union européenne, la question ne se pose plus vraiment puisque il a mis lui-même en œuvre son droit de distribution. Ok, d'accord. D'accord? Alors, je vous laisse répondre à ça. Je vous propose de prendre, comme à notre habitude, 5 petites minutes de pause. De toute manière, là, a priori, dans 20 minutes, on a fini. 25 minutes max, on a fini, puisque après ça, on va terminer rapidement donc avec la question des exceptions, et ensuite de ça, on verra les données personnelles, et ça ira très vite, en 2 syllogismes, c'est plié. Donc il est 17h03, je vous propose qu'on se retrouve à 17h08. Ouais, c'est ça, on se retrouve à 17h08. Voilà, à tout de suite. Alors, on va partir du principe que tout le monde est là. On reprend un petit peu en avance, c'est pas grave. Donc, nanana, tout le monde a dit ça ne rentre pas. Donc, d'après vous, si je comprends bien, l'acte fait par l'entrepreneur ne rentre pas dans les prérogatives accordées à l'auteur. Et donc, encore une fois, si je traduis, ça veut dire que le fait de reproduire le dessin et de l'utiliser sans le consentement de l'auteur à une autre finalité que celle que l'auteur a utilisée ne constitue pas une atteinte à son droit patrimonial. Si, si, ça constitue nécessairement une atteinte au droit patrimonial. En gros, là, ce qui se passe, c'est une atteinte au droit de reproduction et une atteinte au droit de représentation et éventuellement une atteinte au droit de destination. Je dis éventuellement parce que c'est un peu plus compliqué pour le droit de destination concernant le caractère commercial ou non de la première... bref. Mais concernant le droit de représentation, on est bien d'accord qu'on a une fixation matérielle qui est faite par l'entrepreneur. L'entrepreneur, il copie, il fait une capture d'écran, je sais pas quoi, il copie le dessin qui appartient à l'auteur. D'accord? Que ce soit numérique ou pas, on est de toute manière, comme le dit l'article, c'est par tout procédé. Donc, le fait que ce soit numérique, c'est une reproduction exacte à l'identique. Ah! Ah oui, bah, après oui, si effectivement, si vous n'avez pas compris la question que j'ai posée, c'est tout de suite plus compliqué. Oui, en gros, ma question c'était, en gros, c'est ça, c'est est-ce que c'est illicite? Si ça rentrait dans les prérogatives de l'auteur, ça veut dire que c'est non. Si jamais on dit: «Ça rentre dans les prérogatives de l'auteur», ça veut dire que c'est illicite. Si jamais on dit: «Ça ne rentre pas dans les prérogatives de l'auteur», ça veut dire que l'acte qui est effectué par l'entrepreneur n'est pas illicite puisque l'auteur n'a pas à s'en occuper. Et donc, forcément, du coup, la réponse était, ça rentre dans les prérogatives de l'auteur puisque, en l'occurrence, on a ah mais non, mais j'ai mal posé la question, je suppose. Si personne n'a compris, ne l'a compris, c'est que la question était mal posée. Et donc, dans la mineure, qu'est-ce qu'on va vérifier? Bah, déjà, on va expliquer en quoi consiste l'acte effectué par l'entrepreneur. Donc l'entrepreneur, heu, alors toujours commencer les mineurs par en l'espèce. Voilà. En l'espèce, on a un entrepreneur qui reproduit le dessin sans le consentement de l'auteur, mais bon, ça, on l'avait déjà plus ou moins déjà évoqué, et qui le communique au public.
on a une nouvelle communication au public, puisque, et ça on l'avait déjà plus ou moins vu, hein, la question de la communication au public, c'est aussi le nouveau public éventuel. Et sur Internet, en fait, on ne considère jamais Internet comme un seul et même public, et on va considérer que c'est pas parce qu'un auteur a mis en ligne un dessin sur son site Internet que vous avez le droit de le CTRL-C, CTRL-V, de le mettre sur votre site Internet et de dire oui, en fait, c'est tel auteur qui l'a fait, et puis de ne pas renvoyer à qui l'a fait ou comment. D'accord? En l'occurrence, là, on a une finalité commerciale, en plus de ça, ce qui jouera un rôle dans la question de l'hyperlien. On y reviendra. Non, on n'y reviendra pas. Pas envie. C'est un peu chiant. Mais dans tous les cas, on est en fait sur un acte qui rentre à la fois dans le droit de reproduction et dans le droit de représentation. Reproduction, pourquoi? Parce qu'on a bien une fixation matérielle, c'est pas l'œuvre originale, on a une copie de l'œuvre originale, donc on a reproduit l'œuvre originale, ça, qui a permis donc de communiquer l'œuvre au public, et représentation, pourquoi? Bah parce qu'on a une communication à un nouveau public, le public susceptible d'utiliser l'application, et le procédé n'ayant pas d'importance dans la mise en œuvre du droit de représentation, il n'y a pas de problème. Mais en l'occurrence, donc, l'entrepreneur, il reproduit le dessin et il le communique au public qui est les gens qui utilisent l'application. Et donc la conclusion, c'est droit de reproduction plus représentation. Sachant que, j'oublie un petit point de détail, mais on l'a vu ici, hein, la durée c'est 70 ans jusqu'à la mort de l'auteur. En l'occurrence, l'auteur n'est pas mort, donc on est encore dans l'auteur dispose bel et bien de ses prérogatives. Plus avant les 70 ans post-mortem. Et donc, conclusion, atteinte au droit de reproduction, plus droit de représentation. Ce qui nous amène en fait au syllogisme d'après, c'est quoi les sanctions? Parce que c'est bien mignon de savoir que oui, effectivement, il y a une atteinte, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il y a une atteinte? Et donc, alors attendez, non, en fait, il y a 4 syllogismes encore à voir. Il y en a un qui va aller très vite. Du coup, je vais l'éjecter tout seul de mon côté, celui-là. Ça va être la question de est-ce que ça rentre éventuellement dans les exceptions? Donc, dans la majeure, c'est ce dont je vous parlais, c'est l'article L 122.5 du CPI, qui vous donne une liste de 11 exceptions. En l'occurrence, et c'est pour ça que ça va aller vite, il n'y en a aucune qui est susceptible de s'appliquer, puisque on est tout simplement dans une hypothèse d'utilisation commerciale d'une œuvre, et que la plupart des exceptions, en réalité, ne sont pas prévues pour une utilisation commerciale. Les quelques exceptions qui auraient été susceptibles de s'appliquer, ce serait l'exception de citation, mais l'exception de citation, ça ne peut pas être l'intégralité de l'œuvre citante. On n'est pas du tout sur une copie privée, hein, puisque la source n'est pas licite. Vous utilisez une œuvre de façon illicite pour la copier, donc on n'est pas dans une copie privée. On n'est pas non plus dans la reproduction d'œuvres architecturales, et on est encore moins dans la question de copie cache. D'accord? Donc, en fait, les exceptions, les 11 exceptions de l'article L122-5, que je vais être gentil, je vais vous copier tout le pan. Voilà. Je l'avais noté pour ma correction. Tac, tac, tac. Donc, aucune de ces exceptions ne s'applique. Donc, en réalité, vous n'avez pas besoin, dans votre syllogisme, de développer tous ces points-là. Comme vous disiez, bah voilà, il y a 11 exceptions prévues à l'article L122.5. En l'occurrence, aucune ne s'applique, donc pas d'exception à soulever. On s'en fout. À tes souhaits. Et donc, ça nous amène au syllogisme suivant. Le syllogisme suivant qui est celui de la contrefaçon. Ou plutôt, appelons-le sanction de l'acte illicite. Et donc, dans la majeure, qu'est-ce que vous avez à dire sur la question de la contrefaçon?
Non? Personne? J'ai perdu tout le monde. Très bien. Bon, tant pis, je continue tout seul dans mon coin. Donc la contrefaçon, c'est quoi? C'est, je vous l'avais donné en cours, hein, c'est toute atteinte au droit patrimonial de l'auteur et ça, on s'en fiche dans ce cas pratique. Éventuellement, la question de est-ce que l'atteinte au droit moral, c'est aussi de la contrefaçon, blablabla, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est toute atteinte au droit patrimonial, que ce soit la reproduction ou la représentation, et par conséquent, bah, c'est le fait d'utiliser, de reproduire ou de diffuser une œuvre de l'esprit sans l'autorisation du titulaire des droits, et sans entrer dans le champ des exceptions non plus. Et raison pour laquelle on a évoqué les exceptions avant de parler des sanctions. Et donc, on l'avait vu aussi en cours, alors attendez, je vais peut-être le noter, donc on a dit atteinte au droit patrimonial, que ce soit production / représentation, et donc c'est toute utilisation, reproduction, diffusion d'une œuvre de l'esprit sans le consentement de l'auteur et sans entrer, je suis désolé pour le bruit du clavier encore une fois, dans les exceptions. Mais en l'occurrence, ça ne suffit absolument pas de dire juste ça. Il faut ensuite préciser quelles sont les sanctions. Et les sanctions, on avait vu, hein, la contrefaçon, elle est à la fois alors, en fait, vu que quand vous écrivez, j'ai pas de bruit, j'entends rien, donc je le découvre un peu tard. Donc pas de mineur ni de conclusion dans l'exception. Si, en gros, enfin, c'est toujours mieux de faire un syllogisme, mais la majeure, c'est de dire on a 11 exceptions au droit d'auteur prévu à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, d'accord? D'expliquer à quoi correspondent les exceptions. Donc ça veut dire que ce sont 11 catégories d'actes auxquels l'auteur ne peut pas s'opposer. Alors éventuellement, si jamais vous avez une hypothèse d'exception à développer, il faut expliquer la question du test en 3 étapes qu'on a déjà vu. On peut même, là aussi d'ailleurs, on aurait pu éventuellement parler de cette question de la fondamentalisation du droit d'auteur que j'avais évoqué en cours, avec ce fameux arrêt Classen de 2015 qui vous disait mais en fait les exceptions on s'en fout, on va juste passer en mode balance des intérêts, et puis les arrêts de 2019 de la CJUE qui vous disent mais pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, la balance des intérêts elle se fait à travers le test en 3 étapes et par conséquent on n'utilise que les exceptions et on ne réfléchit pas en dehors de ces exceptions-là. Voilà. Si jamais au partiel, vous avez une question propre aux exceptions, on développe et on fait un vrai syllogisme. Et là, en l'occurrence, c'est juste que le syllogisme, il est très court. Si vous aviez eu plus de temps, là, en gros, je suis parti du principe que vous aviez 2 heures pour faire votre cas pratique. Ce truc-là, ça se faisait en 2 heures. Vous ne pouviez pas vérifier une par une les exceptions. D'accord? Vous n'aviez pas le temps matériellement de faire un check-up des 11 exceptions prévues par l'article L122-5. Et moi, je vous le dis, il n'y en a aucune qui s'applique. Donc, ce qu'on fait, quand on sait que ça ne s'applique pas et qu'on n'a pas le temps, on fait un syllogisme relativement court. On dit, voilà, il y a 11 exceptions, test en 3 étapes, c'est des cas où l'auteur ne peut pas empêcher l'utilisation qui est faite, puisque de toute manière, la plupart de ces utilisations sont des utilisations non commerciales. Mineur, bah, en l'espèce, l'acte est à finalité commerciale. Conclusion, aucune exception ne rentre dans... l'acte en question ne correspond à aucune exception. Voilà. Si on devait faire un syllogisme, c'est ça. Après, effectivement, moi, je l'ai expliqué de façon un petit peu rapide, mais idéalement, on fait un syllogisme partout. Voilà. Ça répond à peu près à la question de votre camarade, enfin, à votre question. Bon, bah, on va dire que oui. Hein. Oui, ok, super. Bien, alors, j'en étais à contrefaçon, atteinte au droit patrimonial, blablabla, et point qu'on avait vu, hein, la contrefaçon, elle est à la fois civile et pénale. Et donc, il faut expliquer cette double nature de la contrefaçon et expliquer les différentes sanctions, tant au civil qu'au pénal. Ça vous rappelle quelque chose?
globalement, alors je crois que c'est l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle qui vous donne les sanctions de la contrefaçon au pénal, c'est-à-dire 1 an d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, d'accord? Et au civil, je vous avais parlé du fait qu'on indemnise l'intégralité du préjudice subi par le titulaire des droits, mais qu'on ne faisait qu'indemniser l'intégralité du préjudice subi, on n'allait pas indemniser plus que le préjudice subi. Et je vous avais expliqué tous les préjudices possibles qu'il était susceptible d'exister, pécuniaire, moral, corporel, blablabla. Et que je vous avais expliqué que généralement, en termes de droit d'auteur, on avait 2 grosses catégories de préjudices, qui est pécuniaire, préjudice économique, financier, matériel, et éventuellement un préjudice moral. Là, en l'occurrence, on est surtout sur du préjudice matériel, pécuniaire. On est sur l'utilisation non consentie de l'œuvre. Il aurait dû payer, il n'a pas payé. S'il avait payé, l'auteur aurait gagné des sous. Voilà. Et donc, comment on calculerait en théorie ces dommages-intérêts? Eh ben, on calculerait sur, voilà, il a gagné tant d'argent grâce à cette application, et donc ça aurait rapporté à l'auteur tant d'argent. Et donc la logique, c'est que plus le préjudice il va durer longtemps, plus l'utilisation illicite elle dure longtemps, plus l'auteur va gagner d'argent. Là, en l'occurrence, le préjudice, il n'est pas forcément très très gros, mais il y a quand même possibilité de demander des dommages et intérêts. Donc, on note, civil, indemnisation de la totalité, il n'y a qu'un L à totalité, voilà, merci, du préjudice, où on explique que ça peut être un préjudice physique, un préjudice matériel ou un préjudice moral. Et je le répète, je l'avais déjà dit lors du cours, et je le répète maintenant qu'on parle de la correction, c'est pas parce qu'on est sur une atteinte à un droit patrimonial qu'on est nécessairement sur un dommage patrimonial, et c'est pas parce qu'on est sur une atteinte à un droit moral qu'on est nécessairement sur un préjudice moral. On peut avoir une atteinte à un droit moral, et cette atteinte au droit moral découle de cette atteinte au droit moral un préjudice pécunier, un préjudice matériel. Et pareil, d'une atteinte au droit patrimonial peut naître un préjudice moral. D'accord? Il faut pas, c'est pas parce qu'il y a moral ou pécunier dans les deux, ou patrimonial dans les deux, que vous devez simplement dire, voilà, si c'est patrimonial, c'est préjudice matériel, et si c'est droit moral, c'est préjudice moral. Ça, c'est non. Voilà. Si vous deviez retenir qu'une seule chose du préjudice, c'est ça. Bref, civil, indemnisation de la totalité du préjudice. Mais pas plus. Et donc, plus le préjudice dure longtemps, plus on indemnise beaucoup. Et donc, on indemnise généralement ce qu'on appelle le manque à gagner ou la perte de chance. Enfin, le manque à gagner, on va retenir, on indemnise le manque à gagner, donc ce qu'aurait dû gagner l'auteur s'il avait été payé. Et au pénal, c'est, je vous l'ai dit, 1 an et 300 000 € d'amende. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez du délai de prescription? – C'est 20 jours. Oula. Alors, j'ai entendu 20 jours, c'est ça? Oui. Ok. Alors, j'ai 20 jours par là. Alors, attendez, je vais le noter directement sur le fichier. 20 jours. Est-ce que j'ai une autre proposition? Moi, j'aurais dit 5 ans. Alors, j'ai 5 ans par là. 5 ans à partir de quand? Ah oui, alors déjà, on va dire oui. 5 ans à partir de quand? On ne saura jamais. À partir du moment où le titulaire des droits, du coup, il aurait, comment expliquer? Il aurait la connaissance, en fait, la connaissance des actes de contrefaçon, entre guillemets. D'accord, alors donc c'est 5 ans à partir du moment où le titulaire des droits a eu connaissance de la contrefaçon, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Alors, je note. Et donc les 20 jours, Madame Lemétellier, à partir de quand? Parce qu'il me semble que c'est vous qui avez parlé de 20 jours. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Non, alors c'était Madame Pasquier, c'est ça? Qui avait parlé des 20 Oui, jours? c'était moi.
C'est dans les 20 jours qui suivent sa demande. Et j'avais noté qu'il devait intenter une action en contrefaçon dans ces 20 jours-là. Ok. Alors, qui suit la demande. Alors, en fait, les 20 jours, c'est pas pour la même chose. Les 20 jours, c'est pour la procédure de saisie-contrefaçon, et pas pour la contrefaçon. Et pour rappel, hein, cette saisie-contrefaçon, en gros, c'est quand on a quelqu'un qui vend des produits. Je vous avais donné l'exemple, hein, mais quand vous allez sur le marché et qu'il y a un type qui vend des faux polos Lacoste, qu'il y a le mec de Lacoste qui arrive, je sais pas ce qu'il a à foutre sur les marchés, mais que tu as un mec de Lacoste qui arrive sur les marchés qui fait « Mais attendez, ça, ce sont des faux polos Lacoste ». Et donc, il appelle la police, il fait une procédure de saisie-contrefaçon, il récupère tous les pulls, et dans les 20 jours, il faut qu'il intente une action en contrefaçon. Mais pourquoi il y a ce délai de 20 jours? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a aussi des hypothèses où, c'est ce que je vous avais dit, hein, cette procédure de saisie-contrefaçon, elle n'est pas contradictoire. Ça veut dire que vous allez voir un juge, tout seul, le juge vous dit « Ok, on saisit, on récupère », et la personne à qui on saisit les biens ne peut pas s'opposer à ça. D'accord? Quoi qu'il arrive, elle ne peut pas s'opposer. Il n'y a pas de débat contradictoire, elle ne peut pas dire « Mais enfin, c'est pas de la contrefaçon ». Et c'est pour ça que ce délai de 20 jours est aussi court. Une fois que les 20 jours sont passés, s'il n'y a pas eu d'action, la personne dont on a saisi les biens peut les récupérer et peut tenter une action en abus de droit. Or, la question de la contrefaçon, de l'action en contrefaçon, c'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas, quand vous lancez une action devant le juge en contrefaçon, il n'y a pas de saisie qui se met en place automatiquement. Ce sont deux actions séparées, ça je vous l'avais bien dit pendant le cours. Et la saisie contrefaçon, elle a deux intérêts principaux. C'est un, de faire cesser l'illicite, si jamais il y a illicite. Et deux, c'est à titre probatoire. Vous avez saisi tous les exemplaires de ce qui devrait être de la contrefaçon. Et donc, quand vous arriverez pendant le procès pour contrefaçon, vous aurez des preuves, vous aurez toutes les preuves que vous avez saisies, que c'est ou non de la contrefaçon. Mais ce sont deux procédures bien distinctes. Saisie contrefaçon et contrefaçon, ce sont deux choses distinctes. La saisie contrefaçon, c'est une procédure non contradictoire, donc dans laquelle la personne dont on saisit les biens ne peut pas s'opposer et ne peut pas justifier du fait que ce n'est pas de la contrefaçon. Il faudra qu'elle attende l'action en contrefaçon, et l'action en contrefaçon qui, effectivement, a un délai de prescription de 5 ans à partir du moment où l'auteur a connaissance des faits ou aurait dû avoir connaissance des faits. Voilà. Aurait dû avoir connaissance des faits. Est-ce que c'est à peu près clair ce que je viens de vous expliquer? Yes. Ok. Très bien. Alors, dernier élément dont on peut parler très brièvement, ça va être celui de la bonne foi. Là, en l'occurrence, on va l'évoquer très rapidement. C'est juste de dire que, en l'état, la bonne foi n'a aucune importance en termes de contrefaçon en droit civil, enfin en droit de la propriété intellectuelle et plus spécifiquement en droit d'auteur. La bonne foi du contrefacteur n'a aucune importance. Blablabla. Donc ces 20 jours qui suivent la demande, on raye. Ce n'est pas ça. Hop. Et c'est 5 ans à partir de ça, et c'est l'article 2224 du Code civil. Non, pas Covid. Code civil. Qui vous le dit. Et donc là, on a fait à peu près le tour de la majeure relative à la contrefaçon. Et donc, dans la mineure, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, dans la mineure, déjà, on explique que plus ou moins la même chose que la mineure relative à est-ce que ça rentre dans une atteinte au droit patrimonial ou pas. Donc on a une reproduction et une communication au public de l'œuvre sans l'accord de l'auteur et sans rentrer dans les exceptions, d'accord? Et ça, ça date depuis clairement moins de 5 ans. Ça fait pas 5 ans que ça a commencé, et il le sait depuis quelques jours, c'est à peu près quelques jours, et ça fait quelques jours que ça existe, d'accord? Donc on a reproduction, plus communication, accord de l'auteur et sans entrer dans les exceptions. Et ça dure depuis, je crois que c'est quelques jours, les dates sont pas, j'ai pas dû être très précis sur les dates, donc depuis quelques jours. De toute manière, une chose est sûre, ça ne fait pas 5 ans que c'est en cours, et ça ne fait pas 5 ans qu'il aurait dû avoir connaissance de cet acte-là.
Et donc la conclusion, c'est l'auteur peut donc demander des dommages et intérêts et l'entrepreneur peut être condamné à une peine d'1 an d'emprisonnement jusqu'à jusqu'à une peine d'1 an d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 € d'amende. Donc, possible peine plus DI. C'est bon pour vous? Ça a l'air. Ok, Oui. donc on va passer à la deuxième phase, qui était la phase relative aux données à caractère personnel, qui en fait était un petit peu plus, peut-être un petit peu plus compliqué. Les données personnelles, c'est toujours plus compliqué. Première étape, exactement, parce que j'ai mis mise à disposition du numéro de téléphone. Première étape, on va vérifier, est-ce que le numéro de téléphone est une donnée à caractère personnel? Et donc, premier syllogisme, c'est quoi une donnée personnelle? C'est quoi la définition de la donnée personnelle? Je crois que c'est une donnée sur une personne physique qui est identifiée, identifiable. Exactement. Alors, la définition exacte, alors c'est pas donnée, parce que du coup, si vous définissez une donnée oui, comme pardon. étant une donnée, c'est compliqué, mais c'est pas Oui, c'est loin, une c'est une information. information. C'est ça. C'est au titre du RGPD, une donnée personnelle, c'est une information qui se rapporte à une personne physique, c'est très bien que vous l'ayez précisé, identifiée ou identifiable. Et donc, au-delà de cette... hop, on va faire ça comme ça, majeur, tac, 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 voilà. Donc, une donnée, c'est... on va juste noter, je crois, l'article. Article 4 RGPD. Non, on va donner la définition, ce sera plus simple. Hop. Ah, ça, c'est la définition du RGPD. Maintenant, c'est quoi une personne identifiée ou identifiable? La définition donnée par le RGPD est un petit peu plus longue. Il faut dire les choses... Est-ce que vous l'avez? Est-ce que quelqu'un parmi vous a la définition de... une définition de c'est quoi une personne identifiée ou identifiable? Alors, je vais vous la redonner, je vais vous l'écrire, ce sera plus simple. Voilà. Je vais vous copier la définition donnée par le RGPD, qui vous dit que dans cette définition-là, de toute manière, c'est ce qui permet de savoir qu'une personne, qui est une personne en particulier. Bref, pour l'instant, on va pas chercher beaucoup plus loin. C'est juste, si vous vous souvenez de ce que j'avais dit en cours, en gros, c'est pas tant la définition de données à caractère personnel qui est importante que la définition de qu'est-ce qui fait qu'une personne est identifiée ou identifiable, puisque la définition de la donnée personnelle est extrêmement lapidaire. Bref, dans la majeure, concernant est-ce que c'est une donnée personnelle, déjà là, on a une réponse. Le numéro de téléphone est bien évidemment une donnée à caractère personnel, puisque grâce à un numéro de téléphone, on peut identifier une personne. Donc dans la mineure, vous expliquez que le numéro de téléphone permet d'identifier la personne à laquelle il appartient. Conclusion, pardon. C'est une donnée à caractère personnel. Enfin, le numéro de téléphone, on va essayer de faire ça bien. Le numéro de téléphone est une donnée à caractère personnel. Première étape, donc, on sait que c'est une donnée à caractère personnel. Maintenant, est-ce qu'on va appliquer le règlement européen pour la protection des données à caractère personnel, le RGPD? C'est là-dessus qu'on va faire le plus gros du syllogisme. RGPD. Je vous avais parlé, je vais un petit peu plus monologuer là, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Concernant le RGPD, je vous avais parlé de deux choses, qui est à savoir le champ d'application territorial et le champ d'application matériel. Donc le champ d'application territorial,
c'était l'idée que si jamais la personne qui fait les actes est dans l'Union européenne, on applique le RGPD. Si jamais la personne visée par les actes est sur le territoire de l'Union européenne, on applique le RGPD. Le champ d'application matériel, vous avez dit, c'est tous les actes de traitement auxquels on va considérer qu'il faut appliquer le RGPD. Dans ces actes de traitement rentre notamment la question de la diffusion de données à caractère personnel. Donc, champ d'application matériel, et ensuite on avait parlé aussi en gros des personnes qui sont visées par le règlement européen, à savoir les responsables de traitement. Et donc je vous avais donné la définition du responsable de traitement, une définition donnée par le RGPD, qui est en fait celle qui décide des finalités et des moyens du traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces données? En l'occurrence, on va les diffuser. D'accord? Donc, personne visée, responsable de traitement. Jusque-là, ça va? Vous suivez? Ah, j'ai même il y a quelqu'un qui l'a noté. Oh, il y a le petit Ibid. Vous avez fait un petit CTRL-C du PowerPoint, je pense. Bref. Ça, ce sont les principes fondamentaux du RGPD. Est-ce que le RGPD s'applique à cette personne dans cette situation? On peut soit faire un petit syllogisme juste là-dessus, soit on peut aller un petit peu plus en détail et voir quelles sont les obligations du responsable de traitement concernant le traitement des données à caractère personnel. En l'occurrence, moi je vais opter là pour faire un plus gros syllogisme, un truc un petit peu plus compliqué, un petit peu plus dense, et une des conditions du traitement, c'est la licéité du traitement. Question de la licéité du traitement. Et je vous avais parlé de cet article 6 du règlement européen qui vous posait les différentes conditions de la licéité du traitement. Est-ce que vous les avez en tête? Il faut que la personne qui traite les données, elle ait des intérêts légitimes et quel est le consentement libre et éclairé de la personne de qui elle traite les données. D'accord. Et après... Alors, il y a plein d'autres hypothèses, hein, mais je vous avais dit que ces deux-là étaient les principales, donc c'est très bien. J'ai juste une question, puisque c'est vous qui m'avez donné les deux exemples, ou à vous et à quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait et un intérêt légitime et un consentement, ou est-ce que ce sont des critères alternatifs? Ouh là là, ça je sais pas du tout. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre ici, parmi vous, a une réponse à cette question? Personne? Alternative, c'est-à-dire que si jamais vous avez le consentement de la personne concernée, vous n'avez pas besoin, en plus de ça, d'un intérêt légitime. Et vous n'avez pas besoin, d'ailleurs, ni une des autres hypothèses de licéité du traitement, si jamais vous avez le consentement de la personne concernée. Et donc, le consentement, on l'avait dit, hein, c'est un consentement libre et éclairé. Le RGPD, il vous donne une définition encore plus précise. Je vais vous la... Hop. Donc, c'est pas intérêt légitime plus consentement, en l'occurrence, c'est intérêt légitime ou consentement. Et concernant le consentement, c'est... Tac. Voilà. Mais retenons juste qu'il faut un consentement libre et éclairé à l'utilisation de ces données pour une ou plusieurs finalités spécifiques. D'accord? Sachant que, globalement, alors bon, c'est pas le cas, c'est pas trop le cas en l'état, hein, en l'espèce, mais il y a des hypothèses où l'intérêt légitime ne suffit pas. L'intérêt, en gros, pour certains types de données, il faut nécessairement le consentement de la personne. Et ce sera le cas particulièrement pour les données dites sensibles. Donc les données qui vont être relatives je sais pas, à la religion, à la sexualité, ce genre de choses, éventuellement même aux maladies, les données médicales. Tout ça, on ne peut pas avoir un intérêt légitime, il faut un consentement de l'auteur.
ou vous faites un autre fondement, potentiellement pour les données médicales, la sauvegarde des intérêts vitaux permet de passer outre le consentement concernant les données médicales, mais pas concernant toutes les données. Bref. Et il me semble qu'on en avait parlé aussi un petit peu en cours, cette question de l'intérêt légitime, qui est un petit peu un fondement fourre-tout. Et donc ça, ce qui serait pas mal, c'est ce qui aurait été pas mal, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce qui aurait été pas mal, ça serait dans la majeure d'expliquer en quoi l'intérêt légitime, c'est un intérêt fourre-tout. Parce que ça peut être un intérêt légitime économique de la personne qui collecte les données. Donc typiquement, Facebook, il peut vous dire c'est dans l'intérêt légitime de Facebook de collecter vos données parce que nous, ça nous rapporte de l'argent, ça permet de faire fonctionner les serveurs, ça permet de payer nos employés, ça permet plein de choses, donc on a un intérêt légitime. Mais ça peut aussi être, et ça on l'avait vu, l'intérêt légitime d'un tiers avec lequel la personne qui collecte les données a un intérêt. Non, alors attends, ça peut être un tiers qui a un intérêt, et le tiers, ça pourrait être, ce tiers en question, ce serait une personne qui a un contrat avec le responsable de traitement. Et donc, si je devais continuer à garder un exemple avec Facebook, Facebook collecte vos données, il les revend à une autre société, il les revend à Cambridge Analytica, voilà, on va reprendre les bons vieux exemples, il revend les données à Cambridge Analytica, il y a un intérêt légitime, puisque Cambridge Analytica se sert de vos données dans un intérêt économique aussi. Et donc, c'est ce que je vous disais, le côté intérêt légitime, c'est un peu... C'est pas un super fondement, enfin, d'un point de vue moral et éthique, c'est une porte de sortie beaucoup trop importante pour le RGPD. C'est bon pour vous? Bref. Donc, est-ce que là, en l'occurrence, on en a assez dit sur est-ce que le RGPD s'applique? Je pense que oui. Il y a deux solutions, soit là on s'arrête ici, soit on explique quelles sont, dans un même syllogisme, quelles sont les possibilités pour la personne concernée de s'opposer à ce traitement, ou non. Moi je propose qu'on le fasse dans un syllogisme après. Là en l'occurrence, attendez, je vais noter un petit peu. Noter qu'on est dans la majeure. On va passer ensuite à la mineure. Donc dans la mineure, on a un entrepreneur en France qui traite les données d'une personne qui est en France et enfin qui traite les données, qui diffuse le numéro de téléphone d'une personne qui réside en France sans que la personne y ait consenti. Ensuite de ça, la question c'est, dans les faits, est-ce qu'il y a un intérêt légitime? Est-ce que la diffusion du numéro de téléphone du dessinateur, de l'auteur, a un intérêt pour l'entrepreneur? La réponse est non. Enfin, moi en l'occurrence, j'en vois pas, mais si jamais vous en trouvez, vous pouvez l'écrire. Dans ce cas-là, la conclusion, ce sera, bah, on n'a pas de consentement, certes, mais on a un intérêt légitime. Moi, dans ma logique, il n'y a pas d'intérêt légitime et il n'y a pas de consentement. Il y a eu à aucun moment, de la part de l'auteur, une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque, par déclaration ou acte positif clair. D'accord? Donc dans la mineure, on va dire entrepreneur FR, qui diffuse les données d'une personne physique FR sans son consentement et sans que cette diffusion lui rapporte quoi que ce soit. Donc dans ce cas-là, la conclusion c'est bah, le traitement n'est pas licite. On a bien application du RGPD, on a bien l'entrepreneur qui est un responsable de traitement, et on a bien traitement pas licite, puisqu'on ne remplit pas les conditions de licéité du traitement. Ce qui nous amène donc à que peut faire l'auteur, quelles sont les sanctions en fait, les sanctions / possibilités pour l'auteur, sachant que là on peut traiter en fait dans ce même syllogisme la question du démarchage téléphonique
Et on peut faire aussi un syllogisme à part pour le démarchage téléphonique, mais on peut traiter les 2 questions ensemble. Quelles sont les possibilités pour l'auteur? Alors ça, je suis pas sûr qu'on l'ait vu, en cours. Il me semble que j'ai pas eu le temps de vous parler des sanctions du traitement des données à caractère personnel. Globalement, il y a qu'un seul article à retenir. Il y a 2 articles à retenir concernant le traitement illicite des données à caractère personnel et les sanctions pénales. Ça va être l'article 226-16 du code pénal, que je vous donne juste ici. On va la passer directement à la ligne, qui vous dit que, en fait, à partir du moment où vous ne respectez pas les conditions du RGPD, vous êtes susceptible d'être soumis à une peine d'amende et une peine d'emprisonnement. D'accord? Mais au-delà de simplement cette peine-là, il y a aussi la possibilité pour l'auteur, et ça, on l'avait vu, j'en suis sûr, de faire supprimer les données. On avait parlé du fameux droit à l'effacement, droit à l'oubli. Et donc, ce droit à l'effacement / droit à l'oubli, est-ce qu'il y en a quelqu'un ici qui se souvient vaguement de ce que c'était? Bah, c'est pour une personne peut demander à un site ou un moteur de recherche de supprimer toutes les données qui le concernent. D'accord. Ouais, effectivement, hein, c'est plus ou moins ça. On va séparer les hypothèses entre est-ce que c'est un site internet ou est-ce que c'est un moteur de recherche? Parce que dans l'hypothèse où c'est un moteur de recherche, on va demander à ce qu'on appelle le déréférencement, c'est-à-dire juste que le moteur de recherche n'affiche plus les résultats de tel site. Et concernant un site internet, ce qui marche aussi pour une application, hein, comme dans notre cas pratique, concernant les sites internet, c'est donc un droit à l'effacement, c'est la possibilité de supprimer les données. Et donc, on avait vu que ce droit à l'effacement, il y avait 2 motifs différents, 2 catégories de motifs différents, le motif objectif et le motif subjectif. Attendez, je vais noter ça. Donc ça concerne moteur de recherche, ça va être déréférencement. Et concernant les sites, ça va être effacement. Donc, concernant les sites internet, l'effacement, attendez, même pas refaire ça. Et donc, on avait le motif objectif et subjectif. Et concernant le motif objectif, en gros, ce sont toutes les hypothèses où le traitement est illicite. Et quand est-ce que le traitement est illicite? Notamment quand les conditions de licéité dès le départ ne sont pas remplies, mais également quand les conditions de licéité au départ étaient remplies, mais ne le sont plus. Ça va être notamment le cas où vous collectez les données dans le but d'un traitement déterminé, et vous gardez les données et vous les traitez pour une autre finalité à laquelle la personne n'a pas été informée préalablement. Et donc ça, c'est pareil, si jamais quelque chose comme ça se passe, la personne concernée peut dire ce traitement-là, il est illicite, je demande que vous supprimiez mes données. Ça, c'est le motif objectif. Et c'est ce que je disais il y a 5 minutes et ce que je vous disais au cours numéro 4, cette hypothèse-là, en fait, ce ne sont que des hypothèses de cessation de l'illicite. Qu'il soit illicite dès le départ ou que ce soit illicite dès maintenant. Donc motif objectif égale cessation de l'illicite. Et donc possibilité de données. Donc là, on en a globalement terminé. On fera un tout petit syllogisme après pour la question de la prospection. Dans la mineure, qu'est-ce qu'on va chercher à voir? Tout simplement, on a déjà vu qu'il y avait un traitement qui était effectué sans le consentement de l'auteur. C'est un traitement qui concerne un site internet, d'accord? Et tout ce qu'on veut, que veut la personne, c'est supprimer les données, donc on va partir sur un motif objectif. Et donc la conclusion, c'est quoi? C'est, l'auteur peut demander la suppression de son numéro de téléphone de cette affiche, peut demander également, sur la voie pénale, on peut également obtenir 300 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Et éventuellement, toujours des dommages et intérêts. Je vous avais parlé dans le cas, je fais une aparté, c'est pas grave si ça apparaissait pas dans votre syllogisme, mais
je vous avais parlé du fameux article 1240 du Code civil qui vous dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En gros, le fameux qui casse paye et qui cause un dommage paye. Là, en l'occurrence, on avait bien un préjudice de la part de l'auteur, préjudice qui était caractérisé par la gêne constante de recevoir des appels de par la faute de l'entrepreneur d'avoir mis ce numéro de téléphone à disposition sans le consentement de l'auteur. Et donc, par conséquent, possibilité d'obtenir des dommages et intérêts aussi. Mais, en l'occurrence, on pouvait se contenter de dire, dans un tel syllogisme, prison, amende, suppression du numéro. Conclusion, blablabla. C'est ce que je viens d'expliquer, flemme de l'écrire. On va passer à la dernière étape de ce cas pratique, la question des messages publicitaires, qui en fait est quasiment la même. On en avait parlé, c'est toujours le même article qui vous dit qu'une personne peut toujours, à tout moment, s'opposer à l'utilisation de ces données à caractère personnel à des fins de prospection et de... J'ai oublié le deuxième mot. Prospection, c'est prospection commerciale et bon, c'est pas grave. En l'occurrence, c'est juste la prospection qui nous intéresse. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données à caractère personnel à des fins de prospection. Demandez donc à supprimer les données à caractère personnel si jamais elles sont utilisées dans cette fin-là. C'est le cas. Donc si jamais on continue à l'appeler, l'auteur peut demander, sur le fondement du RGPD, à ce que les personnes qui l'appellent suppriment son numéro de téléphone. Et petite précision concernant ce dernier syllogisme, un autre article du Code pénal que j'attendais pas, puisqu'il me semble qu'on ne l'avait pas vu en cours, mais qui prévoit, encore une fois, une peine d'amende de 300 000 € et 5 ans d'emprisonnement. Et là, je vous le donne maintenant, pour celles et ceux qui se font harceler. Je peux vous assurer que si jamais vous mentionnez RGPD plus Code pénal, on ne vous rappellera plus jamais. Voilà. Donc on en a plus ou moins terminé avec ce cas pratique. Et vous voyez là, bon, on n'a pas tout rédigé, effectivement, il y a des listes, il y a des trucs, genre ça prend de la place, pas forcément super légitime, mais on est à 6 pages. On est à peu près à 6 pages d'ordinateur sans avoir rédigé. Donc, les 3 pages, elles étaient tenables. Ok. On va s'arrêter là pour la correction. L'idée, c'était pas forcément de tout faire, mais surtout de faire le principal et de voir la méthodologie. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Oui, moi j'ai juste une question à propos des syllogismes. Est-ce que il faut faire des paragraphes pour chaque syllogisme ou pas? Alors, oui, alors comment ça, des paragraphes? Vraiment séparer les parties, entre guillemets, faire des parties pour chaque syllogisme. Alors oui, il faut toujours, au moins, le minimum, c'est entre une majeure, une mineure et une conclusion. Au minimum, vous revenez à la ligne entre chaque partie. D'accord? Ok. D'un point de vue forme, il y a juste ça. C'est au moins, vous revenez à la ligne, que je sache dans quelle partie vous êtes. Je vous déconseille, alors après vous faites comme vous voulez, chez les juristes on l'interdit, mais vous, je m'en fous un peu, d'écrire majeur 2 points, mineur 2 points, conclusion 2 points. Vous savez quoi? Je vais même dire, si vous voulez le faire, faites-le. Si ça vous arrange, faites-le. Si ça vous permet d'être plus sûr, faites-le. Vous n'êtes pas des juristes, donc je vois pas pourquoi je vous obligerais cette restriction supplémentaire. Mais oui, à chaque fois, vous séparez bien chacune des parties. C'est là toute la difficulté et tout l'intérêt de cet exercice, c'est d'être capable de séparer la question de la règle de droit, son application et la conclusion. Et donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et il y a votre camarade qui me dit « Cela paraît vraiment impossible en 2 heures ». Alors, non, c'est faisable. C'est faisable. Là, ça nous a pris du temps. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué plein de trucs. Mais en soi, regardez, j'ai perdu beaucoup de temps à vous expliquer ça. Pourquoi ça, on s'en foutait de le mettre ou pas. Je vous ai donné beaucoup de temps de définition, de réexpliquer des éléments. Dans les faits, ça, c'est faisable. Et évidemment, la correction que je vous donne là, c'est une correction qui est plus dense. Enfin, voilà, on est revenu sur plein d'éléments, j'ai réexpliqué, je suis allé plus dans le détail sur certaines définitions que ce que j'attends de vous au moment du partiel.
les sujets que je donne sont faisables en 2 heures, ça je vous l'assure. Effectivement, vous serez certainement pas capable d'écrire 6 ou 7 pages en 2 heures. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis que 3-4 pages, c'est déjà bien. De toute manière, ce que je vous expliquais, c'est qu'à partir du moment où vous avez accès à toutes les informations, c'est pas tant, de faire des grosses majeures qui m'intéressent, c'est comment vous arrivez à appliquer, le droit aux faits et de jamais, en fait, oublier, des exceptions qui sont susceptibles de s'appliquer, voilà, est-ce que ça rentre vraiment dans la définition? Est-ce que tel acte, c'est vraiment un acte de contrefaçon ou pas? Ce sont en fait des actes de réflexion, d'accord? Donc faut pas s'inquiéter sur la quantité de travail à faire, j'ai jaugé le truc, je sais que c'est faisable pour vous. Forcément là en correction, ça paraît un petit peu plus corsé, mais c'est une correction, si j'avais tout rédigé et cetera, oui, bah, je me serais certainement mis quelque chose entre, 18 et 19,5 sur 20. Mais c'est moi qui enseigne, donc c'est normal. Moi, j'attends pas un tel degré de précision de votre part, donc faut pas vous inquiéter là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon pour tout le monde? Bah, écoutez, si c'est bon pour tout le monde, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour le partiel, et puis, bonne continuation évidemment dans vos études. Voilà, au revoir. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.